avec Ose. On va décoller également avec Stéphanie Bizet-13, enseignante à l'ISAE Super-Héros, qui elle va nous amener jusqu'à la Lune. C'est ça, Stéphanie? Vous allez nous faire décoller. Répondre à la question précédente, en fait, dans le cadre des cordées de la réussite, on accompagne les collégiens et les lycéens, on leur fait plutôt du tutorat, et justement, on les suit, on les accompagne pour qu'ils aillent dans des études supérieures. Et cette année, justement, on a une nouvelle initiative qui est du tutorat au niveau des classes préparatoires. On a une cinquantaine d'étudiants en classe préparatoire qui sont accompagnés par eux. Très bien. Stéphanie, je peux tourner les... Non, je vais le faire. D'accord, c'est vrai, c'est très dur. Hein. C'est mon bureau ici. Hein. Merci de nous accueillir. Oui. Désolée pour les conditions thermiques. C'est pas l'idéal. C'est vrai, quelque part, oui. Donc, moi, je vais vous parler effectivement du retour vers la Lune et de vous expliquer pourquoi on a cet engouement actuellement, pourquoi il y a cette dynamique. Et donc, déjà, merci de m'avoir invité et de m'accueillir lors de votre pilotage partie. Est-ce que j'ai besoin de me présenter peut-être? Oui. Voilà. Donc, avant de vous présenter la Lune, je vais me présenter. Donc, oui, comme l'a dit Maëlys, moi, je suis Stéphanie Bizet-13. Je suis enseignant-chercheur à l'ISAE Super-Héros depuis 2009. Avant, j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie spatiale en tant qu'ingénieur. J'ai été diplômée de Super-Héros en 1995. Et après, j'ai fait un doctorat en double diplôme avec l'université de Stuttgart. Et je m'occupe je suis directrice de recherche et je m'occupe d'un laboratoire de recherche sur les concepts spatiaux avancés. Pardon, juste. Je vous en prie. Continuez. Allez-y. Voilà. Donc, déjà, je voulais commencer par vous parler de la Lune, de ses caractéristiques. Comme j'ai plus le support sous les yeux, que je ne connais pas les chiffres. Ah ben c'est pour savoir si vous le connaissez bien. Non. C'est moi qui fais passer les examens, c'est pas moi qui suis soumise. On est entre profs. Hein, alors, du coup, non, c'est celle-ci, ouais. Voilà. Donc, la Lune, c'est le satellite naturel de la Terre, donc ça, on le sait tous. La distance moyenne entre la Terre et la Lune, c'est 380 000 kilomètres. Donc, il faut à peu près entre 3 et 5 jours pour s'y rendre sur la Lune depuis la Terre. Ce qui est important aussi au niveau du diamètre, donc 3475 kilomètres. Donc, c'est à peu près le moitié de celui le rayon de la Terre, c'est 6378, donc c'est un quart. La gravité, on en a un sixième de la gravité que l'on subit sur Terre. Et aussi, je voulais vous rappeler les températures parce qu'on va en reparler un peu plus tard. Vous voyez, il peut faire très très chaud sur la Lune et très très froid. Et enfin, donc la période, elle est de presque 28 jours et c'est un ordre de grandeur qu'on a bien en tête. Que ça fonctionne. Oui, donc ce dont je voulais vous parler, donc déjà le contexte, quels sont le contexte historique des missions lunaires pour qu'on comprenne bien en fait les enjeux qu'il y a dans l'exploration de la Lune et pourquoi on veut y retourner. Ensuite, je ferai un point sur la situation actuelle et les enjeux. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut pour s'y installer de manière pérenne et responsable. Donc, au niveau de l'histoire des missions lunaires, il faut voir que l'exploration de la Lune a vraiment débuté avec le contexte politique de la guerre froide. Excusez-moi, j'ai été opérée jeudi et j'ai encore un peu des petits moments de fatigue. Non, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Et donc, aussi bien du côté du bloc russe que du côté du bloc américain, vraiment l'exploration de la Lune s'est faite par étapes successives, chaque étape étant la base pour pouvoir continuer. Et ce qu'on va avoir aussi
sur les prochaines feuilles de route, c'est vraiment l'objectif en fait sur lequel on se place, c'est-à-dire toujours d'y aller par petits pas et pour exploiter les résultats des étapes précédentes, pour pouvoir les investir, pour pouvoir aller plus loin. Donc tout a commencé avec en fait une cartographie. Ah mais vous voyez pas la planche, c'est pour ça. Non, on est resté bloqué sur le. Ah, moi je la vois mais elle est pas affichée. Pardon. Pas de souci. C'est celle-ci, hein. Oui, c'est celle-ci, mais là c'est votre fond d'écran. Ouais. Elle est bien à mon fond d'écran. Il est très joli. Hein, alors, ça c'est Artemis 1 et c'est l'insertion dans une VRO. Votre fond d'écran. Alors pourquoi? Voilà, là c'est parfait. Ne bougez là, plus. C'est parfait. Ouais, là c'est comme ça. C'est bon. Ok. Donc, donc, comme je disais, les premières missions ont eu pour objectif d'aller cartographier la Lune pour avoir une meilleure connaissance de sa géographie et de déterminer des zones d'intérêt et d'avoir une bonne compréhension de cet environnement. Donc, il a fallu développer différents types de véhicules, que ce soit des orbiteurs, des impacteurs, des atterrisseurs, puis des rovers et enfin des retours d'échantillons. Alors, je vous ai donné la liste dans cet ordre-là, puisqu'on est allé du plus simple au plus complexe, le plus ambitieux. Donc, on va avoir, dans cette période de la guerre froide et des années 60-70, des programmes essentiellement soviétiques et américains, puisqu'il y avait une rivalité entre les deux blocs, chacun cherchant à aller un peu plus loin dans ses objectifs que les précédents. Donc, évidemment, ceux qu'on a surtout retenus, c'est les missions d'exploration habitée. Donc, on a fêté en décembre dernier le 50e anniversaire du dernier vol d'Apollo 17, mais on a surtout retenu les Américains puisqu'ils ont réussi à se poser sur la surface de la Lune, mais en parallèle, il y avait le programme Sonde, côté russe, qui avait pour objectif de développer aussi une exploration habitée de la Lune. Simplement, leur dernier véhicule était prêt à aller faire un survol de la Lune, mais comme la mission Apollo 8 a été réussie, il a été fait le choix de ne pas le faire. Par contre, le programme Luna, qui était un programme robotique, a permis de ramener des échantillons de la Lune dès 1970. Et vous allez le voir sur le schéma que je vais vous présenter juste après, que de 1970 à nos jours, il y a eu très très peu de retours d'échantillons après. Donc cette chronologie-là que j'ai représentée, donc on reconnaît, alors c'est par tous les 5 ans, et vous avez les différentes origines géographiques des différentes missions. Donc on va avoir tout d'abord, on reconnaît la période très active de la guerre froide. Donc en bleu, vous avez toutes les missions américaines et en orange, toutes les missions russes. Et on voit une très très grande activité et une activité continue. Et puis après Apollo 17, plus rien. En fait, la communauté scientifique a considéré qu'on avait assez de connaissances sur la Lune et qu'il était plutôt intéressant d'aller vers d'autres destinations, explorer d'autres planètes, d'autres corps célestes. Et côté ingénierie, on s'est dit, maintenant qu'on maîtrise l'espace, on va surtout se servir de l'espace pour faire des services, comme les télécommunications qui vont développer un marché, amener de l'argent, et puis la Lune, a priori, on la connaît. Il y a eu quand même un certain nombre de missions scientifiques, et on voit que la première mission, en fait, c'est le Japon, qui a pu lancer sa première mission en 1990. Donc le Japon est en vert. On reviendra un peu plus tard sur le Japon, vous verrez pourquoi. En bleu, donc un certain nombre d'activités quand même de missions américaines vers la Lune. Et puis, alors l'Europe, sa contribution vers la Lune, on l'a vu tout à l'heure, l'Europe est partenaire de grands projets pour l'exploration, mais pas trop pour la Lune, malheureusement. Très peu de missions. Et en rouge, on voit naître les activités de la Chine. La Chine, on va y revenir tout à l'heure, a de véritables ambitions pour l'exploration de la Lune.
La Chine, on l'a vu dans la présentation d'Athéna tout à l'heure, a réussi à poser un rover sur Mars et a une véritable feuille de route très très ambitieuse pour être le leader en fait du domaine spatial. Mais on voit aussi apparaître un certain nombre de nouvelles missions, de nouvelles nations, comme l'Inde, tout en bas, en bleu. Ah, mais vous ne voyez pas parce qu'elle est ici, là. Elle mange une partie de l'écran. Ouais, exactement. Et puis, vous avez le rover israélien qui a participé à Google X-Prize. C'est le seul qui a réussi à aller jusqu'au bout, même si c'était un échec après arriver sur la Lune. Alors, je vous disais, voilà, là on arrive sur la fin. Alors, avec Artemis qui a été lancé très récemment, avec, on a vu le très beau fond d'écran qui montre la trajectoire d'Artemis. Artemis, donc 2022, et c'est la première mission, et c'est le début d'une nouvelle ère. Je l'ai mis volontairement sur la même ligne que les vols Apollo. Pourquoi? Puisque l'objectif, c'est de reprendre une activité régulière habitée sur la surface de la Lune. Sauf quoi, cette fois, les États-Unis ont fait le choix de partir avec un certain nombre de partenaires dans ce programme-là. Et en dessous, je vous ai mis une mission donc d'un rover japonais. Et cette fois, c'est une mission très particulière parce que c'est une mission toute commerciale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas financée par des agences spatiales nationales ou une communauté d'agences spatiales, puisque le lanceur, c'est SpaceX. Le rover, c'est iSpace. Donc, c'est le premier rover qui apporte un service sur la Lune, un service commercial, et à bord, il y a une charge utile Emirati, si je me souviens bien. Donc, vous voyez, on voit que après une période creuse où il n'y a eu plus d'activité, on a un retour des activités vers la Lune. Et notamment, on parle beaucoup d'Artemis, mais il y a d'autres programmes qui sont très ambitieux et qui veulent retourner vers la Lune. Donc, en synthèse de l'aspect historique, on a eu des rovers, des missions habitées et des orbiteurs. Alors, heureusement, les missions habitées ont surtout réussi. Par contre, tout à l'heure, on disait que Mars était difficile. On a un taux de succès à peu près de 50% sur Mars. La Lune, c'est un peu mieux, mais c'est quand même très très complexe et c'est très difficile. On voit aussi que le club des acteurs est très limité. On a 4 nations asiatiques, la Russie, plus l'Europe, plus les États-Unis et Israël. Donc ça, c'était le contexte historique. Le contexte de l'exploration spatiale robotique et habitée actuelle, en fait, il est structuré par par 14 agences spatiales qui se sont réunies à travers un groupe de coordination qui s'appelle l'ICEGC. Ils ont décrit une feuille de route qu'ils réactualisent régulièrement. Et l'objectif, en fait, c'est à partir de l'orbite basse, donc à partir de l'ISS et de la station spatiale chinoise, comment on se prépare pour aller vers la Lune, la Lune étant une étape pour l'exploration habitée de Mars et pour un futur à moyen terme. Et à cette feuille de route s'adossent aussi des programmes scientifiques institutionnels et des programmes commerciaux privés. Donc, et là, vous avez quelques illustrations des différentes ambitions. Donc, on peut se demander pourquoi on a envie d'aller sur la Lune. La Lune, elle apparaît comme un environnement qui est extrêmement hostile. Je vous ai donné quelques données en introduction. Il fait très froid, on n'est pas protégé contre les radiations. Il y a des journées qui font à peu près 14 jours. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la Lune? L'environnement est pas très accueillant. En même temps, on vient de voir, ce sont des missions qui sont complexes, qui sont extrêmement onéreuses et qui, en plus, il y a un taux d'échec qui est important. En fait, la Lune, c'est un objet, c'est une destination qui est très proche du rêve pour la plupart des humains. C'est l'espace que l'on voit tous les soirs quand le soleil se couche, on voit la Lune et dès qu'on est tout petit, dès qu'on est enfant, on l'aperçoit et elle nous attire. C'est un mystère, il y a le côté la face cachée, il y a plein d'anecdotes, de romans, de films qui sont faits autour de la Lune et qui
de la poésie aussi, des chants. Donc c'est un domaine vraiment mystérieux et intéressant, mais c'est aussi un lieu qui soulève de nombreuses questions scientifiques. Et il y a un véritable intérêt scientifique, notamment pour comprendre comment la Lune s'est formée, même si on a émis un certain nombre d'hypothèses, dont certains on est plus sûr que les autres, c'est-à-dire que la Lune serait un morceau de la Terre qui se serait échappé lors d'une collision, mais il y a d'autres scénarios. Il y a aussi des enjeux sociétaux, des enjeux d'inspiration. On l'a vu tout à l'heure avec Oz et les différentes associations que représentaient des étudiantes. On a un véritable besoin d'attirer les jeunes filles vers les carrières spatiales, mais on a aussi besoin d'attirer les jeunes hommes vers les carrières scientifiques. Et l'espace est vraiment un moteur d'intérêt, de curiosité et qui donne envie de poursuivre des études longues, compliquées, mais parce qu'on a cette envie de mieux comprendre. Ensuite, on a au niveau national, on a des enjeux qui sont plus politiques. Donc, on l'a vu avec la guerre froide. Donc, on a des enjeux de suprématie et c'est ce qu'on a vécu pendant la guerre froide se reproduit, mais de manière un peu différente entre le bloc USA et le bloc Chine plus Russie en ce moment. On a aussi des enjeux économiques. La Lune a des ressources de son sol, de ses minéraux. Il semblerait qu'il y ait de l'M3, il y a de l'eau glacée dans certains de ces cratères qui permettrait de produire des carburants sur la Lune et qui permettrait d'aller plus loin. Donc, il y a des entreprises commerciales qui sont prêtes à délivrer des services pour exploiter ces ressources-là. Et enfin, la Lune, en fait, elle est vue du point de vue des agences comme un merveilleux bac à sable pour s'entraîner pour l'exploration de Mars, c'est-à-dire développer des technologies, les qualifier sur la Lune pour pouvoir aller plus loin vers Mars, mais aussi vers des astéroïdes. Ah, c'est pas les... J'avais remis en ligne une autre présentation ce matin parce que j'avais rajouté des planches avant celle-ci. Ok, bon, sinon j'ai mon ordinateur. Vous l'avez envoyé par... Je l'ai mis sur le drive, ouais. Parce que j'ai rajouté deux planches avant celle-ci pour expliquer, parce que ça on est au niveau des solutions, c'est pour expliquer les contraintes et les besoins en fait qu'il y a pour d'un point de vue humain, qu'est-ce que ça signifie de vivre et de travailler sur la Lune. En fait, c'est l'impesanteur qui a un avantage, non? Alors oui et non. Oui, c'est un avantage puisqu'on est plus léger, donc on va avoir, on peut déplacer des objets qui sont plus volumineux, plus lourds, mais au moins parce qu'il faut un temps d'adaptation. On peut danser sur la Lune. On peut sauter, on peut tomber aussi. Et justement, dans le fond, c'est mal sur la Lune. Alors normalement, les astronautes qui sont allés sur la Lune, ils avaient des scaphandres adaptés. Est-ce qu'ils se sont fait mal? Je ne sais pas. Mais quand on a mal, c'est parce qu'on a un choc et qu'on a un effort qui est important. Donc a priori, oui, il y a une surface, elle est un peu dure. Donc je pense que ça ne doit pas être super agréable. Je crois qu'à l'ESA, ils s'entraînent à des missions de secours sur la Lune. C'est-à-dire, entre autres, j'ai un astronaute qui est allongé sur le dos, qui est inanimé, je dois le récupérer, comment je fais? Et donc, ils utilisent les techniques ce que j'ai vu du secours en montagne, c'est-à-dire avec un trépied, un palan, enfin une corde, quoi, finalement. Donc, les astronautes ont un crochet derrière leur casque, et ils le soulèvent comme ça, et ensuite, il y a une civière, et apparemment, c'est l'Europe c'est l'ESA qui, ça, non? Oui. Qui développe, d'accord, ok. Ah. Ici, là? Non. Là, d'accord. Ouais. Hop, attendez, il faut que nos amis en ligne puissent le voir aussi. Ah, tu y es pas. Tu l'as, ça, ou pas? Alors, pourquoi je suis? C'est ça? C'est là? Voilà. Tu as ça, toi? Ok. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais aller m'entraîner. Donc oui, en fait, j'ai résumé sur ce tableau-là les différents besoins
des humains quand que l'on soit sur Terre, en orbite basse ou sur la Lune. Donc le premier besoin effectivement c'est l'eau et on reconnaît les critères d'habitabilité qu'on a discuté tout à l'heure. Donc l'eau qui sert pour les boissons, pour l'hygiène. Donc sur Terre elle est disponible, elle n'est pas toujours facilement disponible, mais on sait en extraire en tout cas pour pouvoir l'avoir. En orbite basse, il faut la stocker, il faut la recycler et il faut qu'elle puisse être disponible à volonté. Sur la Lune, l'eau elle est disponible dans les cratères, comme je le disais. Elle est aussi disponible dans la régolithe. Il y a de l'eau, il y a quelques particules d'eau, mais il y a un gros travail d'extraction à faire. Donc ça veut dire que pour démarrer une activité pérenne sur la Lune, il faut avoir un stock initial pour pouvoir commencer et il faudra recycler quand même l'eau comme c'est fait dans l'ISS pour maintenir un certain niveau, une certaine quantité. Ensuite, on a besoin d'une atmosphère pour pouvoir respirer, de l'oxygène. Donc sur Terre, on n'a pas ce souci-là. Elle est disponible. Quand on est en orbite basse, les cabines sont pressurisées. Il y a une température et une pression qui sont régulées. Il faut néanmoins recycler, purifier. Sur la Lune, on aura le même souci, puisque la Lune n'a pas d'atmosphère, ou très très finement quelques particules, mais pas suffisamment pour que l'homme respire. Et surtout, il y a des enjeux d'égalité de pression dans les différents systèmes. Si on parle de l'habitat, de la cabine, du scaphandre, etc., etc., ils sont conçus par des entreprises différentes et il faudra mettre en place des standards pour que les humains puissent passer de l'un à l'autre sans avoir à faire des sas de décompression. Et donc là, il y a des véritables enjeux d'interface assez complexes. Ensuite, il y a la nourriture. Donc sur Terre, elle est disponible. L'humanité a mis en œuvre de l'agriculture, de l'élevage, etc. Donc en orbite basse, il y a des stocks, il y a du ravitaillement régulièrement. On peut faire de l'élevage. Il y a eu notamment des plantes qui ont été produites et consommées. Il y a aussi des projets sur la Lune qui sont identifiés comme ça, de voir quelles seraient les alimentations, l'alimentation la plus facile à faire évoluer sur la Lune. Enfin, il y a la question des déchets. Donc sur Terre, on a mis en place des processus de recyclage. En orbite basse, on doit recycler aussi, mais on ramène les poubelles régulièrement sur Terre. Sur la Lune, ça devient déjà un peu plus compliqué de ramener ces poubelles. Donc il faut vraiment mettre en place des méthodes de transformation, surtout que les méthodes que l'on utilise sur Terre ne sont pas forcément spatialisables et ne sont pas forcément exportables sur la Lune. Donc là, il y a de vrais enjeux également à réfléchir. Au niveau des contraintes, donc des contraintes environnementales, celles que l'environnement impose aux humains, donc on en parlait pendant la petite coupure là de la gravité. Donc sur Terre, on a la gravité, en orbite basse, on est en apesanteur, sur la Lune, c'est 1,6 G. Il y a un sixième, oui, pardon. Ce que j'ai dit 1,6, oui, un sixième, pardon. C'est 0,16 dans les quelques. Les radiations. Donc sur Terre, on est protégé par le champ magnétique puisque le champ magnétique terrestre a une structure qui fait qu'elle capture les particules à haute énergie, donc on est à peu près protégé. En orbite basse, elles sont faibles parce qu'on est sous cette structure-là, les ceintures de Van Allen, mais on reste plus exposé que sur Terre. Et enfin, sur la Lune, en fait, on est naturellement protégé par le sol, mais il n'y a pas de champ magnétique, donc on est quand même beaucoup plus exposé que sur Terre. Il y a des stratégies d'utiliser le matériau naturel de la Lune, le régolithe, pour construire des habitats. Il y a aussi d'autres options qui est d'aller vivre dans les tubes de lave de la Lune, comme en fait c'est faire revenir à la préhistoire et faire habiter les humains dans des caves, dans des grottes, exactement. Et enfin, donc il y a le côté température. Donc sur Terre, là, bon, même si on a de plus en plus des hivers très très froids d'un coup ou très chauds et on a des problèmes climatiques, on a quand même une vie qui est tempérée, comme on l'a expliqué tout à l'heure sur les conditions d'habitabilité.
Sur la Terre, sur la Lune et en orbite basse, on a des grandes variations de température. On a des endroits où il fait très très chaud, des endroits où il fait très très froid, puisqu'on n'a plus de convection naturelle, on n'a plus de conduction des gaz. Donc la température est un phénomène qui est très local, et donc il faut avoir des stratégies pour pouvoir s'y adapter. Enfin, l'alternance jour-nuit, notre cycle il est prévu pour à peu près 24 heures. Quand on est en orbite basse, on voit 16 levées et 16 couchers de soleil, donc il faut se caler sur le méridien Greenwich et puis faire en sorte qu'on accepte que il y a ce cycle-là. Sur la Lune, je le disais tout à l'heure en introduction, une journée c'est à peu près un peu plus de 14 jours. Donc là, on va falloir aussi penser à reproduire un cycle qui soit compatible de celui de demain. Alors, il me reste combien de temps? Il reste... Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, pour répondre à ces besoins et à ces contraintes, il faut développer un certain nombre de briques élémentaires. Donc, au niveau des lanceurs, il faut des lanceurs beaucoup plus puissants que ceux qu'il nous faut pour aller en orbite basse. Il faut assurer une sécurité, c'est-à-dire gérer les risques. Il faut pouvoir manœuvrer. Il faut aussi pouvoir penser à la réutilisabilité. Tout d'abord, au niveau de l'impact de la mission sur notre environnement, mais également, ça veut dire que quand on va sur la Lune, il faut pouvoir en redécoller et peut-être pouvoir revenir avec le même engin. Donc la réutilisabilité est un critère fort. Ensuite, il faut différentes sortes de véhicules. Donc, il faut des véhicules spécifiques pour les équipages, il faut des véhicules pour les cargos, il faut des tubs pour passer de la surface de la Lune à son orbite, à des orbites à revenir, etc. Il faut des atterrisseurs, il faut des moyens de transport sur la surface. Il faut des habitats qui peuvent être en orbite, qui peuvent être sur la surface de la Lune, qui peuvent être autour des points de Lagrange. Et ils peuvent être situés sur différentes zones qui ont des caractéristiques qui sont différentes les unes des autres. Et enfin, il faut gérer la logistique. Donc, vous parliez tout à l'heure de comment on vient au secours d'un astronaute. Donc, imaginons un astronaute qui part seul faire une sortie extravéhiculaire sur la surface de la Lune. S'il lui arrive un problème, il y a des projets actuellement, notamment au CNES, d'avoir des rovers qui soient des scouts qui accompagnent l'astronaute pour pouvoir lui servir soit d'établi pour pouvoir faire de la science parce qu'il a pris des échantillons et qu'il veut sur place pour pouvoir les analyser, et s'il y a un souci, le mettre en position de sécurité en attendant que les secours arrivent. Donc ça, ce sont des études qui sont en cours actuellement pour pouvoir aller réfléchir et proposer des stratégies. Donc il faut des rovers, donc on l'a dit, en soutien à l'exploration, des rovers en soutien au déploiement, c'est-à-dire qu'avant que l'homme viendra s'installer de manière pérenne sur la surface de la Lune, il faut pouvoir déployer les habitats et les moyens de travail et les spaceports, etc. Mais également la maintenance, parce que dans la plupart des feuilles de route telles qu'elles sont envisagées, les habitats vont être laissés, parce que c'est des missions de 7 à 10 jours, et puis les suivantes ne sont pas juste dans la continuité. Donc il faut pouvoir maintenir le site en attendant. Et puis rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur les enjeux de l'espace, c'est qu'il y a une véritable course, une véritable envie de suprématie. Donc personne ne peut interdire à deux nations de venir s'installer sur le même site et de s'approprier les ressources que l'autre avait commencé à s'approprier. Donc, il y a aussi des enjeux de sécurité à travers des systèmes autonomes tels que les rovers, par exemple, pour surveiller, pour assurer la sécurité du site. Mais également pour tout ce qui est la logistique et les besoins qu'on avait identifiés tout à l'heure, la nourriture, la gestion de l'oxygène, de l'eau, des déchets, la navigation pour avoir des informations de positionnement, les communications et l'observation. Donc, j'ai vu tout à l'heure que Athéna vous a présenté la feuille de route du programme Artemis. Donc, le programme Artemis, il est en deux phases. Une première phase d'exploration pour pouvoir assurer une présence sur la Lune en mode camping. C'est-à-dire, les astronautes viennent, posent leurs pieds, ils restent entre 7 et 8 jours
prennent des échantillons, font quelques expériences et reviennent sur Terre. Jusqu'au déploiement, donc là vous avez le Starship qui a été choisi pour pouvoir être l'alunister, pour pouvoir leur permettre d'arriver sur la surface de la Lune, et vous avez Orion qui a fait la première mission Artemis en bas, qui leur permettra de rejoindre cette région-là. Et pourquoi cette phase-là s'arrête à peu près 2025, peut-être un peu plus tard, parce qu'il y a un peu de retard, c'est parce qu'on a en parallèle le déploiement d'une future Gateway. Donc le Gateway, c'est une station spatiale bien plus petite que l'ISS, mais avec un certain nombre de performances, en tout cas de fonctionnalités qui lui ressemblent, c'est-à-dire que c'est une station qui est modulaire, construite comme un Lego, pièce par pièce, avec des contributions des différents partenaires de l'ISS auxquels on a retranché Roscosmos, la Russie ne souhaitait pas signer les accords à Artemis. Et donc, quand le Gateway sera opérationnel, on passe dans la phase 2 d'Artemis avec d'autres missions qui ne sont pas encore signées et qui a un nouvel appel d'offres pour les alunisseurs, en fait, pour qu'ils soient capables d'interagir entre la surface de la Lune et le Gateway. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que fait l'Europe dans cette histoire-là? Donc, on a vu, l'Europe est partenaire du Gateway, elle est partenaire d'Orion, puisqu'elle fait le service module, donc la partie que l'on voit en bas là, sur Orion. Orion, en fait, c'est un véhicule qui hérite de Apollo et de la Lego, effectivement. Donc les panneaux solaires, la propulsion est une contribution européenne héritant de l'ATV, donc le cargo européen qui ravitaillait la station spatiale. Donc il y a d'autres ambitions. L'Europe a pour ambition de concevoir un lander modulaire flexible, c'est-à-dire multimission, qui a la capacité de se poser partout, que ce soit au pôle sud, à l'équateur, même sur la face cachée de la Lune, et qui peut avoir différents usages. Des usages de retour d'échantillons, des usages d'utilisation in situ sur la surface de la Lune, des ressources de la Lune, mais aussi également la fabrication d'équipements en support des autres missions. Et de l'autre côté, vous avez aussi le projet qui s'appelle le Moonlight, qui est de l'ESA, qui est de fournir une constellation, alors une petite constellation de quelques satellites, alors si je me souviens bien, c'est 3 ou 4 satellites, pour fournir des services de communication et de navigation autour de la Lune. Donc en ayant parlé de l'Europe, on va un peu plus loin. Vous vous souvenez le schéma, la frise historique que je vous ai présenté tout à l'heure. On voyait le programme chinois qui était en train de monter en puissance, en étant étape par étape, en allant toujours un peu plus loin dans la connaissance et de la qualification des technologies. Donc il faut savoir que ce programme chinois, il a démarré en 2006 et qu'il est adossé à des connaissances, des compétences et des technologies russes. L'objectif final étant de déployer sur la surface de la Lune une station automatique qui sera visitée régulièrement par des équipages, et il vise le même cratère que le programme Artemis, c'est-à-dire le cratère de Shackleton qui se trouve au pôle sud de la Lune. Alors pourquoi ce cratère-là en particulier? Parce que d'un point de vue scientifique, il a toute sa justification. C'est facile de dire on veut aller sur la Lune parce que ici on a certainement suffisamment de matériel qui nous permettra de comprendre comment la Lune s'est formée. Donc la science vient justifier les ambitions nationales et économiques que l'on peut avoir derrière ces programmes spatiaux. Donc 2 phases, une première phase vers 2030 qui est envisagée vers 2030 avec des courts séjours, mais c'est exactement comme le programme Artemis, c'est ce que je vous disais, quelques séjours régulièrement, puis après 2035 une base chinoise habitée de manière continue pour faire de l'exploration scientifique, mais aussi de l'exploitation minière et donc économique. Voilà, donc c'était la dernière planche que je voulais vous présenter. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. On va passer aux questions. Si vous avez des questions à distance ou sur place, Stéphanie, vous répondra. Oui, pardon.
J'avais assisté à une conférence avec le patron de l'ESA qui disait qu'on pouvait travailler avec ses ennemis dans le spatial, mais compte tenu de la situation géopolitique actuelle, qu'est-ce qu'il se passe au niveau du, si on peut parler de droit spatial, avec l'exploitation sur le même site de pays qui vont se retrouver en concurrence. Alors, je vais vous répondre partiellement, parce que je ne suis pas une spécialiste du droit. Ce que je sais, c'est qu'il y a la loi spatiale qui existe, qui interdit un certain nombre d'agressions dans l'espace, de l'espace vers la Terre, que ces sujets-là sont discutés au niveau d'instances internationales, et que, de ce que j'ai compris de ce qu'ils souhaitent faire, en fait, ils souhaitent faire évoluer ces lois-là pour gérer la Lune comme on gère l'Antarctique. C'est-à-dire avoir des zones dédiées à chaque État, et même réserver des zones pour les États qui n'ont pas encore accès à l'espace, mais qui peut-être encore un jour y aller. Le problème, c'est qu'à côté, on a les accords Artémis, qui sont des accords les Américains ont proposés à leurs partenaires. Un certain nombre, il y a 25 partenaires qui ont signé les accords Artémis, et il y a d'autres États qui ont des protections qui signent ces accords-là, et un petit qui peut faire partie du PSE en tant que partenaire historique du PSE, se sont désengagés. Mais par contre, par exemple, il y a des Émirats arabes unis qui ont dit nous peut participer au fait de l'Union. Donc ça bouge, les gens réfléchissent, les juristes qui travaillent de manière très sérieuse, mais on n'est pas à l'abri, parce qu'on a vu aussi, il y a des initiatives privées. Donc c'est important de légiférer aussi sur ce côté. Et les questions vont plus loin, c'est-à-dire qu'on envisage une installation pérenne, de poser la question de quel sera le statut des gens qui maîtrisent sur la Lune. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un décès sur la Lune. Donc, il y a des enjeux sans aller sur la Lune, c'est de repenser à notre société, à comment on vit sur Terre, et que l'on regarde et que l'on fait évoluer, ça touche l'ensemble de notre société.
avait été prévu avant. Mais bon, ça, je peux pas rentrer dans le débat parce que j'en connais pas les hypothèses. Je crois qu'il y avait une question là aussi. Je vais faire mon sport. Merci. Ça réchauffe. J'avais une question concernant le SLS. J'aimerais savoir en fait pourquoi avoir opté pour la fusée aussi grosse, présente en 2, et pourquoi par exemple ne pas avoir pensé à plusieurs petites fusées. J'ai eu le temps de réfléchir à la réponse. Alors, c'est vrai que le SLS, c'est la fusée la plus grosse qui a été conçue, et elle est comparable quand même à Saturne V. Saturne V étant la fusée qui a permis les vols de mission Apollo. Alors, le spatial est un domaine dans lequel il apparaît comme très technique et très innovant, mais c'est le contraire. C'est un domaine dans lequel, comme on peut pas très peu réparer des objets qui sont déjà dans l'espace, c'est très difficile de les modifier une fois qu'ils sont partis, on est très conservateur. C'est-à-dire qu'on dit ça fonctionne, on sait le faire, on va un petit peu le modifier, mais on va repartir. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure je montrais Orion qui a un héritage de l'ATV et qui a un héritage d'Artemis. En gros, la question c'était ça. C'est-à-dire, on va faire le SLS comme on a fait Saturne V, on va améliorer les techniques, mais c'est cette idée-là qui était derrière. Parce que l'idée, c'est de réussir et pas de rater. C'est vrai que depuis, parce que le projet SLS, c'est un vieux programme. Je me souviens que quand je travaillais sur ma thèse, je travaillais sur ces sujets-là, et le SLS était la seule option. Depuis, il y a eu SpaceX et ses lanceurs lourds. La Chine développe ses propres lanceurs, qui sont partis sur des lanceurs très très lourds aussi pour la Lune. Alors, pourquoi la question de ne pas prendre un petit lanceur? C'est parce qu'on a vu, si on veut aller directement sur la Lune depuis la Terre, il faut un incrément de vitesse qui est important. La vitesse de libération au niveau de la Terre, c'est 11,2 km par seconde. C'est énorme. Et donc, soit on y va avec un gros booster comme ça qui nous envoie très loin, soit on se dit, eh ben non, on va faire de l'assemblage en orbite. Donc, faire de l'assemblage en orbite, ça veut dire segmenter l'objet en petits modules qu'on va assembler au niveau de la Terre, par exemple en orbite terrestre, et ça veut dire des opérations qui sont encore plus complexes, c'est-à-dire plus de gens dans les centres de contrôle, donc plus de temps pour préparer. Mais pourquoi pas, hein? Et l'autre option, c'est de l'assembler en orbite autour de la Lune. C'était le choix qui a été fait pour les missions Apollo. Voilà. Donc, il y a des avantages et des inconvénients sur chacune des options. C'est ce que j'ai étudié justement dans ma thèse. Il a été fait ce choix-là du SLS, mais les autres sont tout à fait compatibles et possibles. Surtout si on imagine utiliser les carburants qu'on fabriquait sur la Lune, donc on pourrait effectivement réduire parce qu'on peut dire on n'empêche pas le carburant pour le voyage retour, on prend ce qu'il y a sur la Lune et on le revient, donc on a moins besoin d'un collant. C'est bon pour les questions, on va passer à la prochaine. Oui, pardon, oui, on a été bavard. Merci. Merci, beaucoup. c'était passionnant. Il y a encore beaucoup de questions. Mais...